C'est un artiste, un architecte. C'est pas un grand développeur. Il a pas besoin de réaliser des grands projets. Ce qui est important pour lui, c'est le sentiment du travail accompli. Prendre le temps de bien faire les choses, puis s'assurer d'obtenir la satisfaction puis l'harmonie de sa clientèle. J'avais un certain sentiment d'injustice, un certain sentiment d'incompréhension parce que je tirais la remorque avec elle dessus. Pour moi, la famille, c'est tellement important que vu que c'était ma sœur, j'étais capable d'avaler la pilule. Ce sentiment au Québec de est-ce qu'on peut voir grand, est-ce qu'on peut voir gros, est-ce qu'on peut se le permettre ou nous, on est fait pour uniquement faire de la croissance dans notre ville, dans notre province. Ça, je pense que définitivement, c'est quelque chose qu'on doit passer au travers parce que on est, et je peux le dire personnellement maintenant en vivant ailleurs qu'au Québec, on a une économie qui est extraordinaire, il y a des belles choses qui se font et je pense que si on a un petit peu plus de vouloir, un petit peu plus de confiance en nos moyens, on peut faire des choses incroyables à l'international. Et d'un autre côté, il y a des très très belles qualités et caractéristiques qui définissent les gens au Québec et je pense que cette harmonie-là, cette envie de créer un partenariat gagnant-gagnant avec les différentes transactions qu'on va avoir à faire, les différents interlocuteurs qui seront autour de la table, je pense que c'est quelque chose qui nous définit bien. Et je serais curieux de t'entendre sur le diagnostic que tu fais de l'entreprise à l'époque et également où tu veux t'en aller à ce moment-là. Quand je fais le parallèle un peu avec le boxeur là, qui s'en va à la guerre, là, qui s'en va se battre contre un adversaire, ben c'est important qu'il connaisse son adversaire avant d'aller sur le ring. Puis également, avant de connaître son adversaire, il faut que lui, il se connaisse. Puis ça, c'est super important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. Bien se connaître, savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Quand on se pose la question pourquoi on fait ça, si l'unique réponse c'est pour faire de l'argent, ben là on le met dans une liste de côté puis on se dit ah non, on n'est pas rendu parce qu'il faut pas que ça soit le précurseur. On va se tromper. Faut qu'il y ait une passion, faut qu'il y ait un désir de réaliser quelque chose ou faut qu'on réponde à un besoin. Georges Blouin, tu es président de l'entreprise Synchro Immobilier, une organisation spécialisée dans la construction et la promotion d'immeubles à logement dans la ville de Québec. En 2023, Synchro Immobilier, c'est 100 millions de dollars de valeur en actifs immobiliers ainsi que 300 logements locatifs. Et l'entreprise possède des terrains pour construire dans un futur approché plus de 2000 nouveaux logements. Georges Blouin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine. Et Georges, avant d'analyser l'histoire de croissance de Synchro, est-ce que c'est possible de bien expliquer à notre audience qui vous êtes et qu'est-ce qui vous distingue? Ben Georges Blouin, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Georges Blouin, d'entrée de jeu, c'est un humain, bien entendu, mais c'est un gars qui aime être bien entouré, qui aime socialiser, qui aime parler, qui aime échanger, qui aime partager, qui aime apprendre des autres, puis qui aime apprendre aussi sur soi. Puis Georges Blouin, c'est un architecte. Mon père est architecte. J'ai vu grandir un homme avec un entrepreneur en soi. Puis ça m'a beaucoup perturbé positivement. Ça m'a appris à faire des choix. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, je suis content de pouvoir réaliser certains de mes rêves, bâtir la fierté de bien faire les choses, puis également le sentiment d'avoir répondu à des besoins pour notre clientèle, que ce soit des locataires ou des copropriétaires ou des entrepreneurs comme moi dans d'autres domaines qui ont besoin d'avoir des immeubles. Et Georges, j'ai pu voir que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de famille chez vous. Tu m'en parlais dans des discussions préalables. Ton père, déjà quand tu étais jeune, travaillait continuellement sur ses projets. Est-ce que peut-être tu pourrais nous ramener à ton enfance puis nous dire à quoi ça ressemblait un petit peu ces discussions-là au souper? Est-ce que déjà très tôt, tu as été piqué par la fibre entrepreneuriale? Est-ce que ton père a eu un impact sur toi à ce niveau-là? Dans le fond, moi, je suis le deuxième d'une famille de 4 enfants. Donc, j'ai une sœur plus âgée puis 2 petites sœurs qui sont quand même relativement proches de moi au niveau de leur âge. Cependant, quand on est jeune, ben là, la différence d'âge est plus prenante qu'à l'âge adulte ou à la fin de l'adolescence. Puis, mon père, c'est un grand travaillant, un grand débrouillard. C'est un homme qui abandonne jamais. La ténacité, la persévérance, c'est les grands souvenirs que j'ai de mon père. Donc, moi, abandonner, c'est quelque chose qui n'existe pas. Se relever, rebondir, toujours rester positif. Ça exprime bien les qualités d'entrepreneur de Yvan, mon père. C'est certain qu'un entrepreneur qui est pris dans sa business, qui est pris dans ses intentions de développement, mais qui est pris également dans toute l'administration, les problèmes, on peut en parler longtemps, mais dans le fond, ça nécessite beaucoup de temps. Puis un entrepreneur,
ça travaille, mais ça travaille pas nécessairement tout le temps, au sens que c'est pas assis sur sa chaise au bureau pour devoir travailler. Quand ça mange le soir en famille, quand ça prend sa douche, quand ça corde du bois, ben dans la tête, ça continue à travailler, à tourner, à réfléchir, parce que tout ça est basé sur la passion, le désir de développer. C'est quelque chose de plus fort que seulement sur l'aspect pécunier. Donc, moi, quand j'ai vu mon père travailler comme ça, ben ça m'a beaucoup influencé en me disant que c'était important d'être débrouillard. C'était important, dans le fond, de se relever, puis toujours être persévérant puis positif. Avec des attributs comme ça, on traverse les tempêtes. C'est là qu'on reconnaît les bons capitaines. Et bon, tu as terminé tes études en 2009 pour devenir architecte et finalement, un an plus tard, en 2010, avec ta sœur et avec ton père, vous fondez l'entreprise Synchro Immobilier. Peut-être tu pourrais nous ramener à ce moment-là aux discussions que vous aviez ensemble, de se dire finalement, on met nos forces communes pour un but commun, pour bâtir une organisation ensemble. Comment cette idée, comment a été la genèse de l'entreprise? Mon père, qui avait une compagnie de construction ainsi que d'architecture préalablement à Synchro, dans le fond, réalisait des projets qu'on appelle de type design build. Donc, il réalisait les plans, il faisait la construction. C'est assez rare, dans le fond, que les architectes sont aussi entrepreneurs. Puis c'était une des forces à Yvan, c'était d'être en mesure, dans le fond, de bien réagir puis de bien servir le client, autant dans la phase conception que dans la phase construction. Puis cette motus operandi-là, dans le fond, on l'a conservé, puis ça fait une des forces puis de l'unicité de Synchro, c'est justement qu'on est des architectes à la base. Donc, ça influence beaucoup notre façon de concevoir, mais également notre façon de construire puis notre façon d'entretenir. Ma sœur s'est jointe à mon père, puis quand elle s'est jointe à mon père dans sa compagnie, elle a pris les rênes de tout le côté administratif, chose qui manquait un peu dans le côté artistique à Yvan. Donc, elle a su, dans le fond, relever la compagnie pour qu'elle puisse réaliser plus de projets. Pendant ce temps-là, moi, je complétais ma maîtrise en architecture, mais à travers toutes mes études, j'ai toujours travaillé pour Yvan. Que ce soit au début comme manœuvre sur un chantier ou comme apprenti menuisier pour la construction d'une maison, j'ai su dès mon jeune âge travailler sur les chantiers, travailler avec les mains, savoir qu'est-ce qu'on dessine. Faire une ligne en architecture, c'est très facile, c'est relier un point à un autre. Mais cette ligne-là, elle se métamorphose sur un chantier. Puis elle peut devenir beaucoup plus complexe. Puis dans le fond, c'est là qu'on peut se rendre compte l'impact de faire une ligne d'un bord ou de l'autre. Donc, cette sensibilité-là de pouvoir travailler on-site, de pouvoir savoir de quoi qu'on parle, ben, elle apporte après ça beaucoup de connaissances et beaucoup de rigueur à la main qui dessine. Donc, ayant travaillé sur les chantiers, j'ai vraiment forgé cette débrouillardise-là, cette technique-là de pratique de construction. Puis après ça, dans le fond, je suis venu donner un coup de main pour faire mes stages en architecture dans l'atelier d'architecture. Puis à ce moment-là, c'était sûr que c'était écrit dans le ciel que quand j'allais finir mes études, il allait se passer quelque chose au sens qu'on allait créer une organisation, un futur, une entreprise qu'on pouvait s'accaparer, qu'on pouvait s'identifier. Puis c'est ça qu'on a fait avec Synchro, en formant l'entreprise avec mes deux associés, ma sœur et mon père. Puis, dans le fond, officiellement, on a enregistré l'entreprise en 2011, puis on a commencé en construisant des immeubles à condos à Québec, dans le centre-ville. Donc, clairement, c'est bâti d'une complémentarité absolue. Complémentarité que toi, ta sœur et ton père peuvent avoir pour bâtir cette entreprise. Tout à fait. Dans le fond, chacun, on avait notre champ d'expertise, même si on était capable de s'entremêler, puis dans le fond, de s'entraider. Yvan était en charge de l'architecture pure. Moi, j'étais plus en charge du développement ainsi de la construction, puis ma sœur était en charge de l'administration comptabilité. Et si tu nous dis un petit peu à quoi ont ressemblé ces années-là, parce que bien entendu, il y a eu ton père, ta sœur s'est jointe à ton père un petit peu plus jeune pour améliorer l'organisation que ton père avait fondée. Maintenant, vous mettez les trois ensemble. Est-ce que cette association-là, à partir de 2010-2011, a fait en sorte qu'au final, l'organisation est allée beaucoup plus vite que ce que peut-être ton père a pu faire dans le passé? Il faut se rapatrier à savoir, dans le fond, à qui qu'on a affaire. Yvan, c'est un artiste, un architecte. C'est pas un grand développeur. Il n'y a pas besoin de réaliser des grands projets. Ce qui est important pour lui, c'est le sentiment du travail accompli. Prendre le temps de bien faire les choses, puis s'assurer d'obtenir la satisfaction puis l'harmonie de sa clientèle. Fait que ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça limite quand même le potentiel de développement. Parce que c'est pas... Puis dans le fond, est-ce qu'on est obligé de développer? C'est une autre bonne question. Puis dans le fond,
quand que je suis arrivé, moi, j'avais plus d'ambition de vouloir construire plus gros, de vouloir avoir un parc locatif. Fait que ça a changé l'orientation de la business. Puis Anne, ma sœur, était prête à ça, puis elle avait les mêmes aspirations de plus grand développement. Donc, on a gardé les points forts à Yvan dans sa sensibilité d'architecture, dans son geste, dans son approche lean. Puis, on a greffé à ça nos compétences. Puis, ensemble, on était capable, dans le fond, de réaliser des choses plus grandes. Lancement officiel en 2011, lancement officiel en 2010. Jusqu'à 2019, vous travaillez, vous coopérez ensemble, vous faites grandir l'organisation. Et finalement, en 2019, tu as repris l'organisation, tu as maintenant les deux mains sur le volant. Avant qu'on parle un petit peu de cette transition-là, peut-être tu pourrais nous parler de ces 9 années-là qui, à mon avis, ont été capables de bâtir la fondation même de l'entreprise et de ce qui est Synchro Immobilier aujourd'hui. On a vraiment été à l'école au sens où on a commencé en faisant des jumelés, après ça des quadruplex, un 10 logements, un 20, un 30, un 40, dans différents secteurs, dans différentes typologies, dans différents usages. Donc, ça nous a permis tranquillement, à partir de 2011 jusqu'à 2019. Parce qu'en 2019, on construisait notre premier gros bloc de logement, un 85 logements dans Saint-Roch. C'est notre premier projet majeur, si on veut. Puis, avant ça, on avait fait nos classes tranquillement. On avait fait des petites erreurs, on avait fait des bons coups, on avait appris, on avait rebondi, on était prêts. Puis, on avait fait des bonnes acquisitions de terrain. Puis, si on se souvient, là, dans les années 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2015, c'était des bonnes années de condominium ici à Québec. Donc, il y avait un marché, puis c'était le marché qu'on avait créé. Puis, quand la conjoncture est arrivée, ben là, on a transféré vers le locatif. Puis après ça, la pandémie a fait sa place, puis elle a changé un peu la façon de voir les choses du côté de ma sœur. Donc, elle se plaisait plus dans ce domaine-là où il y avait beaucoup de pression, où il y avait beaucoup d'engagement, où il y avait beaucoup de rigueur, où on devait toujours pousser, s'assurer d'être là. Puis de plus en plus d'employés, de plus en plus de ressources humaines, de plus en plus de problématiques de gestion. En soi, ça fait partie des intrants d'une business. Sauf que pour elle, ça la rejoignait plus. Puis j'ai toujours été positivement surpris du courage qu'elle a eu de nous le dire, puis de quitter à un moment où ce que la business était en pleine expansion. Parce que qu'est-ce qui était important pour elle? C'était d'être heureux. Le passage sur Terre est court. Puis elle a réalisé ça au bon moment. Encore aujourd'hui, on est teinté par le journal, par la Ferrari du voisin, par le gazon plus vert. Puis elle, dans le fond, elle a réussi à mettre un stop à ça, puis à penser juste à elle. Puis elle avait déjà en soi les caractéristiques pour réaliser ça. Moi, je suis un gars plus d'harmonie. Je me mets pas en premier plan. Je vais toujours vouloir sauver. Mettre le masque à gaz en dernier, alors qu'on sait qu'il faut le mettre en premier. Si on veut sauver des gens, faut respirer. Puis Anne, c'est ça qu'elle a fait. Elle a décidé de mettre son masque. Puis de dire, moi, c'est pas ça que je veux de ma vie. Puis aujourd'hui, je la vois être émancipée. Elle est super contente. On a une belle relation. Je la vois souvent. On a une famille assez unie. Encore hier soir, c'était la fête de ma plus jeune, puis on était tous rassemblés ensemble. Puis on parle de ses poules, puis on parle de ses projets de chalet. Puis elle est heureuse là-dedans, puis c'est ça qui compte. Donc, c'est sûr que de mon côté, à la fin, quand je travaillais avec elle, j'avais un certain sentiment d'injustice, un certain sentiment d'incompréhension parce que je me voyais tirer. Je tirais la remorque avec elle dessus. Mais j'ai toujours eu aussi l'impression que pour moi, la famille, c'est tellement important que vu que c'était ma sœur, j'étais capable d'avaler la pilule. Beaucoup plus que si ça aurait été un outsider, un associé, un ami de l'époque qu'on serait associé. Là, j'aurais pas pu accepter de me faire, disons, entre guillemets, peut-être le terme est fort, mais c'est un genre de viol corporatif, si on veut. Tu sais, quand t'as des actionnaires à pourcentage, ben, à la fin de l'année, ça tranche pas en fonction de qui a fait quoi, mais plutôt en fonction de la business est rendue. Ça, j'ai trouvé ça dur. Mais on a réussi à passer par-dessus la négociation puis à trouver une entente pour que je puisse racheter ses parts. Et je pense que quelque chose de vraiment intéressant à ouvrir comme conversation et discussion ici aujourd'hui, parce qu'on a eu beaucoup de gens sur le podcast qui sont venus qui, on s'entend, des fois on doit racheter des associés pour des raisons évidentes, comme tu viens de le mentionner. J'imagine que c'est encore plus difficile, bien entendu, quand c'est la famille, parce que le volet émotionnel qui embarque. Comment, peut-être avec un peu de recul, Georges, tu pourrais peut-être
aider nos auditeurs qui écoutent le podcast aujourd'hui, qui sont dans des situations similaires, qui ont une belle organisation, qui a grandi à travers le temps, qui ont un associé. L'associé, on a des visions différentes, on est peut-être plus au même endroit. Comment aborder ces discussions-là si on arrive au point de se dire, là, ce serait peut-être le temps de changer qui est en charge de l'entreprise? Ben, je pense que d'entrée de jeu, la communication, c'est clair que c'est la meilleure chose à faire. Le premier conseil que je donnerais, c'est quand il y a un associé qui est pas heureux, qui veut quitter, la première chose à faire, c'est de pas négliger ce que l'associé dit, puis de pas non plus trop prendre de temps pour pouvoir accomplir, dans le fond, la procédure pour pouvoir atteindre l'objectif de racheter l'associé. Fait que, si on prend beaucoup de temps, là, on s'enfonce puis on crée du ressentiment. Ça, c'est une des erreurs que moi j'ai faites, c'est que j'étais débordé d'ouvrages, puis j'ai négligé ça en me disant on va régler ça plus tard. Ça, c'est vraiment important. Se concentrer sur ça, mettre l'énergie, c'est prioritaire. Fait que le mettre à la bonne place, là. C'est pas important non urgent, là. C'est important urgent. Fait que quand on veut régler, il faut tout de suite mettre l'énergie, puis le faire, puis être très discipliné pour pouvoir avoir une séquence jusqu'à temps que l'objectif soit atteint. Deuxième chose, surtout en famille, se faire accompagner. Fait que nous, les entrepreneurs, en général, on pense qu'on est capable de tout faire tout seul. Qu'on est des débrouillards, qu'on va être capable, que tout est beau, qu'on va appeler 2-3 chums, qui vont donner des conseils. Que ça soit avec un associé qu'on connaît pas, que ça soit avec son meilleur ami, avec sa sœur ou avec sa mère. Se faire accompagner par les bons professionnels. Avoir des bons conseillers juridiques. Ça, c'est super important. Puis la troisième chose, c'est il faut être capable de changer de souliers. Si on garde toujours nos souliers puis on pense que c'est nous qui avons raison, ben là, on n'est pas capable de se mettre dans la posture d'accueil. Il faut être capable d'accueillir ce que l'autre nous dit, de réfléchir puis de comprendre c'est quoi ses intentions, mais également pourquoi que on a un débat. En bout de ligne, là, quand on quitte une business, là, puis là, on fait parallèle avec ma soeur, ben, c'est quand même une étape importante dans une vie. Puis il faut se souvenir, c'est quoi qu'on veut laisser comme trace. Puis quand je vais penser à cette époque-là de ma vie, qu'est-ce que je vais me souvenir? Est-ce que je vais me souvenir d'une chicane pour 200 000 $? Est-ce que je vais me souvenir d'une hypothèque légale? Est-ce que je vais me souvenir d'un immeuble qu'on a vendu à la hâte? Non, il faut que ça se finisse en harmonie, en poignée de main. Puis ça, c'est super important. C'est plus important que le côté monétaire. Parce que ça reste dans notre ADN. Puis c'est également, ça reste aussi dans ce qu'on lègue aux autres, nos enfants, nos amis, notre famille. C'est bien dit. C'est très québécois aussi comme approche. On veut toujours s'assurer que tout le monde soit gagnant et heureux à la fin. Je pense que c'est un des traits qui nous définit beaucoup en tant que Québécois. Donc, c'est assez intéressant de t'entendre ici, Georges. J'en parlerai souvent, excuse-moi Antoine, mais moi, le petit Québec, là, c'est quelque chose qui me pue au nez. Mais ça nous apporte quand même une sensibilité à quelque part. Mais d'un autre côté, le judéo-chrétien, tout ça, ces valeurs-là ont fait que on est gêné aujourd'hui d'avoir du succès. Au lieu de se féliciter, on est gêné d'avoir du succès. C'est triste, là. Faut distinguer deux choses, je pense que tu l'as bien dit. On a peut-être un petit peu encore ce sentiment au Québec de est-ce qu'on peut voir grand? Est-ce qu'on peut voir gros? Est-ce qu'on peut se le permettre ou nous, on est fait pour uniquement faire de la croissance dans notre ville, dans notre province? Ça, je pense que définitivement, c'est quelque chose qu'on doit passer au travers parce que on est, et je peux le dire personnellement maintenant en vivant ailleurs qu'au Québec, on a une économie qui est extraordinaire. Extraordinaire, il y a des belles choses qui se font et je pense que si on a un petit peu plus de vouloir, un petit peu plus de confiance en nos moyens, on peut faire des choses incroyables à l'international. Et d'un autre côté, il y a des très, très belles qualités et caractéristiques qui définissent les gens au Québec et je pense que cette harmonie-là, cette envie de créer un partenariat gagnant-gagnant avec les différentes transactions qu'on va avoir à faire, les différents interlocuteurs qui seront autour de la table, je pense que c'est quelque chose qui nous définit bien. Donc, des choses souvent qu'on peut uniquement comprendre et analyser quand on est un petit peu à l'extérieur. Peut-être, Georges, j'aimerais revenir un petit peu. Bon, il y a cette transaction qui se fait. Tu nous as dit un petit peu comment ça s'est mis en place. Maintenant, tu es en charge de l'entreprise. Quelle est ta vision? Est-ce qu'elle change? Est-ce que l'organisation va changer d'envie? Est-ce que vous voulez évoluer? Je serais curieux de t'entendre sur le diagnostic que tu fais de l'entreprise à l'époque et également où tu veux t'en aller à ce moment-là. Quand je fais le parallèle un peu avec le boxeur là, qui s'en va à la guerre, là, qui s'en va se battre contre un adversaire, là,
ben, c'est important qu'il connaisse son adversaire avant d'aller sur le ring. Puis également, avant de connaître son adversaire, il faut que lui, il se connaisse. Puis ça, c'est super important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire. Bien se connaître, savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Les entrepreneurs, on fonce en avant. Puis on met un genou à terre, on se relève le plus vite possible. On prend même pas nos 10 secondes pour réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, puis comment je fais pour rebondir. Non, 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 non. Là, je me redresse, je me campe, je me lève le plus vite possible. C'est une erreur. L'important, dans le fond, c'est bien analyser. Il faut connaître, se connaître, puis connaître son adversaire. Si on réussit à faire les deux, on gagne. On gagne à tout prix. Donc, moi, là, dans ces périodes-là, à la fin, quand ça a été le temps de négocier puis de racheter, j'ai entre autres appris à me connaître. Puis ce que ça l'a créé, c'est que ça m'a permis de me détacher puis de bien régler les choses. Cette entreprise-là, Synchro, c'est mon bébé, là. Que ça soit en 2011 ou que ça soit en 2019 ou en 2023, je me suis toujours senti le porteur de ballon de la business. Je me suis toujours senti étant le porteur de la culture, étant celui qui règle les problèmes des ressources humaines, étant celui qui embauche, étant celui qui trouve les terrains, étant celui qui va sur le chantier qui a un problème, étant celui qui règle les assurances, qui règle des dossiers avec la ville, qui règle les litiges avec des clients. Donc, je suis un gars assez polyvalent. J'aime ça bien contrôler, bien maîtriser ce que je fais. Puis j'aime ça surtout laisser ma couleur parce que c'est ça qui est important. Mon entreprise, on fait pas des publicités sur l'autoroute. Ma publicité, c'est mes personnes qui ont acheté un condo, c'est mes locataires, c'est les propriétaires d'entreprises à laquelle on a construit des choses. C'est eux ma publicité, c'est eux ma plus grande fierté aussi. Donc c'est grâce à ça que je suis capable aujourd'hui d'avoir la notoriété et la réputation qu'on a. Donc le processus d'achat, tout ça, a pas nécessairement changé ma vision parce que moi je m'en allais déjà à quelque part. C'est plus ma sœur qui suivait plus. Donc, ça l'a pas fait une transformation dans ma façon d'opérer. Sauf que j'ai appris à me connaître. Puis je sais aujourd'hui que c'est pas moi le meilleur directeur général pour la business. Moi, je suis un gars d'intention. Je suis un gars je suis un éclaireur. Moi, c'est ça que je suis. C'est ça ma plus grande force. Je suis en avant puis j'éclaire. J'éclaire le chemin. J'éclaire la culture. Je tire vers la corde quand je vois qu'on s'en va pas vers la bonne place. Fait que c'est plus ça mon rôle. Je suis un gars je suis un fonceur, je suis un expressif, je suis un sentimental. Puis, fait que pour moi, j'ai besoin d'harmonie. J'ai besoin de sentir appuyé. Fait que c'est pour ça que donner la ligne, c'est un rôle que je prends avec fierté. C'est un mot que tu utilises beaucoup, le terme harmonie, c'est intéressant. L'harmonie, pour moi, c'est très, très important. On a des parallèles avec le petit Québec aussi. L'harmonie, ça peut devenir négatif. L'harmonie, ça peut devenir bonasse. L'harmonie, on peut arrêter de s'écouter. Fait que l'harmonie, ça peut devenir dangereux aussi. Il faut être capable de le faire de façon équilibrée. Parce que faut pas oublier que dans l'harmonie, il y a une personne aussi qui doit être inclue. C'est l'interlocuteur. Fait que si l'interlocuteur est pas en harmonie, mais que tout le monde autour est en harmonie, il y a des questions à se poser à savoir qu'est-ce que ça signifie pour lui, l'harmonie. Parce que là, ça devient plutôt un instrument des autres. Comment tu intègres l'harmonie dans du développement d'affaires, dans une négociation peut-être, dans des transactions qui doivent être faites? Si on exclut un petit peu la transaction que tu as eue avec les membres de ta famille. Le respect puis l'écoute. Ça, c'est la première chose. Puis là, il y a plein de situations différentes d'harmonie. Mais tu sais, mettons que je donne un contrat de gyps. Je peux pas arriver puis juste négocier puis dire je te prends un escompte, puis je te coupe, je te coupe, je te coupe. Puis je sais que toi, tu vas dire oui parce que tu n'as besoin de la job. Mais moi, là, quand je fais ça, là, j'ai pas l'impression de récolter ce que je vais semer. Je récolterai pas des bonnes choses au chantier si je sème la marde en avant. C'est important, dans le fond, de bien traiter ces gens, de leur donner la latitude qu'ils ont besoin. Puis en bout de ligne, ça va être gagnant plus tard. Donc ça, c'est une façon d'avoir de l'harmonie. Donc moi, finir des chantiers, c'est toujours dans un esprit de dream team, où ce que mes sous-traitants, c'est pas des employés, c'est pas des fournisseurs, c'est des collaborateurs. C'est des joueurs qui jouent dans la même équipe que moi, puis j'ai besoin d'eux. Donc, l'harmonie au niveau du chantier, ça peut être ça, mais l'harmonie, ça peut être aussi dans l'équipe de l'atelier au bureau, ça peut être dans l'équipe de construction, ça peut être avec le prêteur, ça peut être avec les locataires, avec le gestionnaire. Tous ces types d'harmonie-là sont différentes. C'est ça qui fait qu'on crée, dans le fond, la culture de synchro. Où ce qu'on a un plaisir de travailler, puis que les gens savent que ce qui nous drive en premier, avant l'argent, c'est la passion. Quand on se pose la question pourquoi on fait ça, si l'unique réponse c'est pour faire de l'argent,
Ben là, on le met dans une liste de côté, puis on dit, ah, non, on n'est pas rendu. Parce qu'il faut pas que ça soit le précurseur. On va se tromper. On va se tromper. Il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait un désir de réaliser quelque chose, ou il faut qu'on réponde à un besoin. Avant tout. Fascinant. Georges, j'aimerais peut-être revenir un petit peu au volet immobilier. Donc, chez Synchro, vous avez à votre actif beaucoup de gros projets. Je vais en nommer quelques-uns. Le Lièvre Habitat Urbain, projet de 67 unités dans la ville de Québec. Le Gecko, 85 appartements et condos également situés dans la capitale nationale. Le Caïman, un autre projet de condo locatif, plus de 70 unités. Et il y en a d'autres, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres également qui vont venir dans le futur. Ma question pour toi, pour bien situer notre audience aujourd'hui qui peut-être ne sont pas familiers avec le domaine de l'immobilier, chez Synchro, où votre travail commence et se termine? En gros, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous allez davantage construire l'immeuble, faire l'architecture? Est-ce que vous allez également le promouvoir par la suite? Peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Une des forces de Synchro, c'est d'intégrer, dans le fond, les différentes facettes pour réaliser un projet. Fait que d'entrée de jeu, on est des développeurs. Donc, qu'est-ce que ça fait un développeur? Un développeur, ça trouve un site, puis ça permet au site de construire quelque chose. Pour arriver à construire quelque chose, ben, ça prend des professionnels, ça prend des architectes, des ingénieurs. On a intégré, nous, dans notre entreprise, l'architecture. Donc, on trouve le site, on dessine. Après ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'argent. Ça, c'est le côté promoteur. Fait qu'on voulait être promoteur de nos projets pour les conserver. Donc, le développeur trouve le terrain, le promoteur réalise le projet. Le promoteur donne un contrat de construction à un entrepreneur. On a la division d'entrepreneurs pour faire la construction. Par la suite, une fois que c'est construit, dans un cas d'un immeuble locatif, ben, on veut le remplir, le conserver. Donc, ça va nous prendre un gestionnaire immobilier. On s'est associé avec une compagnie à Québec de gestionnaires qui sont devenus des copains, qui sont super performants et rigoureux. Puis eux s'occupent de tous nos logements. Après ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on conserve notre immeuble. Donc, on devient, nous aussi, un gestionnaire, mais plus de portefeuille qu'un gestionnaire de locataire. Puis là, on s'assure de la pérennité de notre immeuble, bien supporter l'entretien, avoir les meilleures assurances, les meilleurs financements possibles. Puis on conserve nos immeubles parce que, dans le fond, pour nous, le dicton, c'est vendre un immeuble, c'est s'appauvrir. Intéressant. Donc, c'est dans l'idéologie de garder les immeubles le plus longtemps possible, tant aussi longtemps que le marché, j'imagine, est bon pour vous. Tout à fait. Et bon, donc, au final, aujourd'hui, Synchro, c'est combien de personnes? Parce que s'il y a autant de divisions, si vous êtes capable de prendre un projet du point A et l'amener au point Z, littéralement, ça doit quand même être une bonne équipe. Ben, Synchro, c'est une montagne russe. Là, en ce moment, on a descendu une piste, on est allé super vite, puis là, on est en bas. Là, on va relever, dans le fond, en reconstruisant des projets. Fait qu'on est dans une zone tampon. Donc, en ce moment, tout ce que j'ai de besoin, c'est un comptable, un technicien d'architecture, un architecte et moi-même. J'ai pas de chantier de construction proprement dit en route, mais j'ai des petites choses ici et là avec des sous-traitants où on est capable nous-mêmes de gérer sans avoir de main-d'œuvre. Mais ma main-d'œuvre essentielle, c'est mes chargés de projet, mes surintendants, les assistants surintendants au chantier. Ben, eux sont allés travailler pour des entreprises avec des amis, des collaborateurs, puis peut-être au moment opportun, ils vont revenir ou peut-être que je vais trouver une nouvelle formule pour développer les prochains projets. Donc, en ce moment, on est lean, très, très lean. On a un bureau à Sainte-Foy d'architecture, puis on est 4 dans le bureau. Donc, mais l'entreprise de gestion immobilière n'est pas comprise là-dedans. Là, il y a beaucoup plus de personnes dedans. Je comprends. Mais d'ailleurs, je pense que ça fait une très bonne transition au point que je voulais discuter avec toi. Georges, on a eu des taux d'intérêt qui ont frôlé les 0% pendant plusieurs années, voire peut-être même pendant près d'une dizaine d'années. En période de post-COVID, on retourne à des taux qui sont assez importants, des taux qui sont des fois au-dessus de 5% ou près. Malheureusement, une des industries qui est le plus impactée par ça va être le volet immobilier. Le consommateur va avoir moins d'argent, ça va être plus difficile pour lui d'acheter, plus difficile également pour lui de louer un condo qui peut-être par le passé pouvait être abordable et un peu moins aujourd'hui. Comment ça impacte Synchro Immobilier, une période comme on vit au moment où on se parle? Ben, il faut comprendre que la capacité de payer des gens, elle ne fluctue pas en fonction des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt ont beau être élevés, les coûts de construction ont beau coûter plus cher, ça nous permet pas de monter le loyer parce que la capacité des gens est limitée. Donc, on se retrouve à être dans un cul-de-sac là, où ce que on peut continuer à développer,
Mais est-ce que ça va être rentable? La réponse est temporairement non. Ça va prendre plusieurs années pour rattraper les coûts de construction trop élevés puis les intérêts versés en trop. Donc, quand on peut se le permettre, c'est le bon moment aussi de se mettre en posture d'écoute. C'est ça qu'on fait en ce moment. On n'a jamais écouté, nous. On fonçait. Personne ne pouvait nous arrêter. On faisait nos projets un après l'autre, bang, bang, bang. Les paramètres étaient là. Tout était là. Quand ça a disparu, on aurait pu continuer en se disant, ben non, on est plus fort que ça. On prend pas notre 10 secondes, là. Nous autres, on vient de recevoir un punch d'en face, là, de la pandémie, là. On a mis un genou à terre, puis on s'est relevé tout de suite. Mais là, c'est dangereux d'en recevoir 2, 3 autres. Puis ça se peut que tu sois KO. C'est ça qui est arrivé, là. Il y en a plein de business aujourd'hui qui sont KO à cause de ça. Ils n'ont pas su attendre. Ils se sont relevés au mauvais moment. Donc, c'est un de mes plus gros combats aujourd'hui, c'est d'être patient. À tous les matins, je me lève, je veux exploser, puis je me rappelle, Georges, oublie pas dans quelle posture que t'es. Faut que tu sois patient. Le gros impact de la situation actuelle va se sentir dans un an, entre 12 et 18 mois, à mon avis. Parce que c'est là, dans le fond, que la plupart des prêts vont venir à échéance. Des prêts qui ont été signés à des taux d'intérêt dérisoires. Quand on signe une maison à 0,9%, là, puis qu'on achète une maison 300 000 - 400 000 plus cher que notre capacité de payer, mais quand on va re-signer à 5% ou à 5,5%, mais là, probablement qu'il va y avoir une problématique. Parce que même le versement hypothécaire couvrira même pas les intérêts. Donc, en plus de pas capitaliser, tu ne couvriras pas tes intérêts. Donc, la banque va tirer sur le prêt. C'est là qu'il va arriver des opportunités et que le marché va se rééquilibrer à la baisse. Donc, il faut être patient. Vraiment, il faut être patient. Puis c'est pendant ce temps-là où ce qu'on construit pas physiquement, ben on construit. Ben on construit sur papier. On se prépare. On optimise nos projets. On optimise les phases de construction. On parle à nos collaborateurs, que ce soit les banquiers, les ingénieurs. On révise les plans. Puis quand on va être prêt, là, à 9 secondes, à 9 secondes et demie, on va se relever avant que la cloche sonne. Puis c'est là qu'on va exploser. Donc, au moment où on se parle, si je comprends bien, vous analysez le marché, mais je crois, et corrige-moi si je me trompe, vous avez beaucoup de terrains que vous possédez. Donc, ces terrains-là, vous analysez à savoir quand vous allez bâtir des nouveaux immeubles. Ça serait ça un petit peu l'état de la situation? Ben, c'est sûr qu'on a différents types de terrains. Il y a des terrains qui c'est des développements, donc il y a plusieurs phases de construction. Ceux-là apportent un risque supplémentaire parce qu'on connaît pas assez bien l'avenir. On a de la misère à se projeter dans l'avenir, à savoir 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est quoi? C'est quoi au niveau des taux d'intérêt? C'est quoi au niveau du chômage? C'est quoi au niveau des besoins de logement? C'est quoi au niveau des programmes de subvention ou des programmes de CHL? À un moment donné, le gouvernement a quand même un rôle à jouer dans la construction de nouveaux logements. Est-ce qu'ils vont sortir un nouveau programme? Est-ce qu'on devrait être patient et attendre pour adhérer à ce programme-là au lieu de construire aujourd'hui dans le négatif, avec des rendements négatifs sur des mises de fonds qu'on doit laisser dans les projets, avec des lois ou des règlements sur le financement qui sont très stricts pour les promoteurs, qui ont de la misère, dans le fond, à réinvestir leur argent dans d'autres projets. Donc, il faut vraiment être dans une posture d'attente de notre côté. Puis cette attente-là nous permet de préparer les projets, préparer le marketing, préparer les sites web, réfléchir sur le branding, regarder ça va être comment on va faire notre mise en marché, de quelle façon, puis optimiser l'architecture des projets, regarder des nouveaux revêtements, innover, révolutionner. Fait que ça fait partie de nos KPI. Là. Nous, on veut révolutionner. On a réalisé plein de choses d'innovation, que ce soit le projet Origine, 12 étages en bois massif. Ici, à Pointe-aux-Lièvres, c'est un projet exceptionnel. Et le projet Alto, c'est 6 étages en coffrage isolant. Le projet Caméléon, c'est 6 étages avec hybride, béton, acier et bois massif. Donc, c'est toutes des façons de se casser la tête. Puis les gens doivent se demander pourquoi ils font tout ça. Mais c'est ça, nous, qui nous motive. Fait que, oui, on pourrait faire plus d'argent en faisant pas ça. Mais on serait pas heureux. On serait pas... On se lèverait le matin et on aurait bien moins d'énergie pour développer. Et c'est pas difficile d'être patient comme ça? C'est très difficile d'être patient. J'ai pas appris à être patient. Quels sont les conseils peut-être que tu donnerais aux gens qui sont face à une situation comme ça? On en a vécu et on l'a vu pendant la COVID, les entreprises qui étaient fermées, qui ne pouvaient pas opérer, qui étaient face à de la patience. Tu parles un petit peu de l'immobilier au moment où on se parle. Il y a clairement, j'imagine, d'autres catégories qui sont frottées à ça. Ce serait quoi peut-être les apprentissages, les conseils que tu pourrais donner par rapport à tout ça? La pire chose à faire là, quand on est dans une période d'attente, là, c'est la comparaison. Ça, c'est la pire. Fait que moi, je dirais, arrêtez de vous comparer. Demandez-vous pas pourquoi lui fait ça. C'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. On n'est pas dans les shorts de l'autre. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est créer des scénarios qui sont souvent même pas la réalité. Puis ces scénarios-là sont préconçus dans notre subconscient pour essayer de nous faire bouger.
Donc, essayez de changer la posture, mais il faut rester fort. Puis il faut pas se dénigrer nous-mêmes. Parce que quand on est patient, on a l'impression de rien faire. Mais c'est pas vrai. On a l'intuition puis l'intelligence d'intervenir au bon moment. Fait que ça, il faut arrêter de se comparer, puis arrêter de se dénigrer puis penser qu'on fait rien. C'est pas vrai. On est stratégique, puis on fait de la planif. Et peut-être avant de passer à des questions personnelles, Georges, une petite question que je ne pose pas souvent à mes invités, mais je vais commencer à poser un peu plus. Ça fait maintenant 13 ans, quasiment, que tu es en affaires. Tu as lancé ça officieusement, comme on le dit, en 2010. 13 ans, c'est beaucoup d'années, beaucoup d'apprentissages qu'on est capable de faire. Quels sont les apprentissages, leçons, révélations que tu as eues dans les derniers mois, dans les dernières années, que tu aurais aimé savoir et avoir ces informations-là à tes débuts? Je dirais que la chose la plus importante, c'est arrêter de penser qu'on peut tout faire nous-mêmes. Ça, c'est une des grosses difficultés. Ayant un père très débrouillard, très autodidacte, et ça m'a beaucoup influencé en pensant que j'étais obligé de tout faire moi-même. Mais dans la vie, là, le succès, c'est de se réunir avec des gens meilleurs que nous. Puis c'est ça que moi je dis toujours. Je dis, j'ai engagé ce chargé-là, ce chargé de projet-là parce qu'il est meilleur que moi. J'ai engagé cette comptable-là parce qu'elle est meilleure que moi. J'ai engagé cette technicienne-là parce qu'elle dessine mieux que moi. Donc, mon entreprise est remplie de gens meilleurs que moi qui m'aident, dans le fond, à faire de Synchro ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, arrêtez de penser que seul, on va plus vite. Parce que ça, c'est un piège. Oui, on va vite, mais on n'est pas les meilleurs, par exemple. Donc, il faut avoir, dans le fond, l'honnêteté envers nous-mêmes de pas être tout le temps le meilleur pour réaliser la tâche, alors qu'on l'a toujours pensé, puis que c'est le même qu'on s'est fait éduquer. Mais ça nous rend pas service un jour. On s'en rend compte. Et peut-être des petites questions personnelles, Georges, maintenant. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Est-ce que tu lis certains livres d'affaires? Et si oui, qu'est-ce qui aurait marqué ton imaginaire dans les derniers mois, dans les dernières années? Premièrement, moi, je suis un lecteur assidu de deux choses. Puis après ça, quand j'ai du temps, je lis des livres de croissance, mais sinon, à tous les matins, je lis le journal. Je lis le journal, mais toutes les divisions, sauf peut-être moins le sport, même si j'adore le sport, mais c'est très important pour moi de savoir qu'est-ce qui se passe, dans le fond, dans la communauté, autant celle autour de nous qu'internationale. Puis, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est revue scientifique. Donc, c'est important pour moi aussi de me créer du savoir, d'être informé, puis d'avoir une certaine culture. Moi, j'aime ça parler de choses, puis d'avoir l'opinion des autres, ça me nourrit beaucoup. Puis si on y va un peu plus dans le personnel, dernièrement, j'ai lu deux livres qui me font triper. Là. Le premier, c'est L'art de s'en foutre. Fait que ça, c'est très important. L'art de s'en foutre, ça m'a aidé justement à comprendre que il faut arrêter de s'en faire. On est notre pire ennemi, on est notre pire bourreau. Puis l'autre, c'est L'éloge de la déprime. Ça, c'est pas pire aussi. L'éloge de la déprime, puis je vais te lire une petite phrase, là. Vas-y. Une seule épine me fait plus de mal que l'odeur de sang rose ne me fait plaisir. Donc ça, c'est une phrase typique d'entrepreneur. On construit un immeuble de 25 millions. On fait ça avec succès. Il y a un petit dégât d'eau à un moment donné, puis on pense juste au dégât d'eau. Puis on oublie tout le reste. Donc, une seule épine fait plus mal que l'odeur de sang rose. Donc ça, là, faut s'en souvenir de ça. Puis les entrepreneurs, on est très durs envers nous-mêmes. Puis on oublie ce qu'on fait, puis on pense à ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait de mal. Mais ça fait partie ça fait partie du parcours puis du chemin. Quand on fait des erreurs, on rebondit. Erreur, rebondissement, erreur, rebondissement. Si tu rebondis pas, là, t'as perdu. Si tu rebondis, t'as gagné. De un, t'as appris de l'erreur, puis de deux, ça t'a apporté ailleurs. Donc ça, là, c'est comme ça qu'on reste positif, puis qu'on réussit à accomplir nos projets dans un contexte, dans un marché, avec des villes, avec plein d'enjeux qui nous tirent pour pas que ça marche. Mais on reste persévérant, on reste passionné, puis on rebondit. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et je pense que au final, c'est important de comprendre que quand on a des victoires avec nos équipes, avec nos collègues, avec notre famille, il faut les célébrer parce que ça va être tellement facile pour les défaites de venir s'intégrer à notre réalité, s'intégrer à notre quotidien et malheureusement faire du bruit. C'est uniquement ça qu'on va penser parce que c'est naturel. Pour les mauvaises nouvelles, pour les
trucs plus difficiles, c'est naturel d'en parler, c'est naturel que ça vienne à notre attention, mais ce n'est pas naturel de parler des bons coups ou des victoires. Donc, c'est nous, en tant que chef d'entreprise, que dirigeant, d'être intentionnel à travers ces victoires-là, parce que sinon, on peut s'enfarger et uniquement penser qu'on est continuellement en train d'éteindre des feux, quand au final, on accomplit des belles choses. On accomplit des très belles choses même. Tout à fait. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu? Oui, un petit peu. Là, mettons, je fais de la route, je vais écouter. Je dirais, est-ce que c'est des podcasts ou plus des livres audibles? Là? Je te dirais que c'est moins le podcast, mais ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, on va chercher une espèce une générosité, je trouve, chez les gens, de parler d'eux-mêmes. Puis ça fait du bien de se sentir pas toute seule. Souvent, les entrepreneurs, on se sent toute seule, mais on l'est pas. On l'est pas toute seule. Puis écouter des podcasts, ça nous permet justement de nous regrander puis de comprendre qu'on vit pas ça toute seule. On est des humains similaires. Un entrepreneur en couture, en immobilier ou bien un vendeur de caravane, on a tous des enjeux similaires en bout de ligne. Les défis sont très, très similaires, effectivement. Puis je terminerai routine. Est-ce que tu as une routine spécifique avant, pendant et après le travail? À part boire de la bière. Je conclurai en disant ça, là. Une des routines que je veux mettre en place chez Synchro, puis ça fait longtemps que j'y pense, là, c'est important de célébrer. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup. On est des bourreaux, là. Nous, on pense qu'on mérite pas de célébrer. C'est un après l'autre, bang, bang, bang. Mais célébrer, je pense que ça, là, c'est super important. Autant pour nous que pour les employés puis les collaborateurs autour. Donc, célébrez vos bons coups. Permettez-vous de célébrer. Moi, je dirais ça. Puis la routine chez nous, c'est d'aller voir les employés puis de leur demander comment ça va en les regardant dans les yeux. Prendre soin des gens qui nous amènent encore plus loin. Fait que ça, pour moi, j'ai une grande sensibilité à ça. Puis c'est pour ça que je suis pas le meilleur en ressources humaines, Seigneur Dieu. Ben écoute, on peut pas être bon dans tout, comme tu l'as dit. Il faut choisir nos forces et il faut s'entourer et être complémentaire des gens qui nous entourent. Donc, c'est très normal et c'est même une responsabilité à un certain point de comprendre que certains endroits dans notre organisation, qu'on est les pires. Et on doit s'en aller le plus rapidement possible de ce département-là pour être certain que l'entreprise continue à avoir une certaine pérennité. Mais ça, c'est une responsabilité. Et ça ne vient pas au premier jour en affaires. Ça prend du temps des fois avant de s'en rendre compte. Tant aussi longtemps qu'on s'en rende compte à un certain point, c'est là, je pense que ça va aller mieux pour tout le monde. Et Georges, pour terminer, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur Synchro pour vos projets, les actualités? Quel est l'endroit le plus simple pour vous rejoindre? On participe beaucoup, dans le fond, à tout ce qui est immobilier média, au sens qu'on est un peu partout. On collabore avec les différentes plateformes, que ce soit les journaux de quartier ou les journaux plus régionaux. La meilleure façon de s'informer, là, c'est de venir prendre un café au bureau. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime le bénévolat. Je donne des coups de main à plein de jeunes entrepreneurs pour éviter de tomber dans des pièges que je serais tombé, mais surtout pour accélérer. Parce que un des pires démons dans l'immobilier, c'est le temps. Donc, c'est un domaine où tout est très long, le temps, l'argent, le stress que ça peut apporter, l'anxiété. Donc, moi, venez me voir au bureau. Je suis un gars qui aime donner des conseils, mais qui aime aussi en recevoir. Puis, je me prends pas pour le bon Dieu. Donc, j'ai besoin de me nourrir aussi des expériences des autres. Fantastique. Ben, écoute, on mettra des liens dans les notes de l'épisode de ton site web, de ton email, peut-être même, si les gens veulent rentrer en contact avec toi. Georges Blouin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très belle histoire, celle de Synchro Immobilier. J'espère que cette histoire pourra en inspirer plusieurs qui nous écoutent. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, on se dit, comme à chaque semaine, à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.